Nous avons devant nous le projet de loi C-19, loi portant octroi de crédit numéro 3, qui demande l'autorisation de 6 milliards de dollars supplémentaires pour les activités gouvernementales. Mis à part le fait que ce chiffre comprend 1,3 milliard de dollars de dépenses liées à la COVID, il n'y a rien d'inhabituel à propos du fait d'ajouter 6 milliards de dollars en dépenses votées. L'an dernier, le budget supplémentaire des dépenses A demandé 4,9 milliards de dollars et l'année précédente, il s'agissait de 8,1 milliards. Cette demande est du même ordre. Alors, si on s'arrête là, tout peut sembler normal, mais ce n'est pas la réalité. Au cours des 10 dernières années, le montant médian de dépenses législatives, compris dans le budget supplémentaire des dépenses A, était de 16 milliards de dollars. Cette année, ce montant est 160 fois plus grand, soit 80,9 milliards de dollars. 80,8 milliards de dollars est pour les mesures liées à la COVID-19. C'est un montant stupéfiant de dépenses législatives pour le budget supplémentaire des dépenses. C'est près d'un tiers du budget annuel et seulement la moitié de ce que le gouvernement a prévu pour la COVID. Cela reflète clairement les effets dévastateurs que la pandémie a eus et continue d'avoir sur notre pays. Bien que la plupart des provinces sont maintenant dans leur étape de rétablissement, le Canada subit toujours les contre-coups de la COVID-19. Plus de 100 000 personnes ont attrapé le virus au Canada et plus de 8 400 personnes en sont morts. Notre taux de mortalité augmente régulièrement et se situe présentement à 8,3 le 9e plus élevé au monde et beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis, qui diminue et se situe présentement à 5 Les fermetures nationales ont ralenti les effets de la pandémie, mais ils ont aussi mené à une crise économique. De février à avril de cette année, 3 millions d'emplois ont été perdus au pays, ce qui a fait augmenter le taux de chômage à 13 Un autre 2,5 millions de Canadiens ont réussi à garder leur emploi, mais leurs heures ont diminué de plus de 50 Il y a donc 5,5 millions de Canadiens dont l'emploi a été fortement touché par la COVID-19. Ces effets ne sont pas uniformes. Certaines personnes et certains secteurs ont été plus touchés que d'autres. Entre février et avril, le taux d'emploi chez les travailleurs à faible salaire a diminué de 38,1 comparativement à 12,7 pour tous les autres employés. Les pertes d'emploi pour les femmes ont été plus importantes que pour les hommes. Et maintenant, les hommes retournent au travail 2 fois plus rapidement que les femmes. En avril, les exportations de marchandises ont diminué de 30 les importations de 25 L'importation de véhicules et pièces automobiles ont diminué de près de 80 et représentaient plus de la moitié du déclin général des importations canadiennes. Les exportations énergétiques ont diminué de plus de 40 et les importations d'énergie ont diminué de plus de 50 Bien que les chiffres de l'emploi ont commencé à s'améliorer le mois dernier, nous sommes très loin d'être sortis de ces difficultés. Même si certaines personnes retournent au travail, le taux de chômage a augmenté à 13,7 en mai parce que plus de Canadiens cherchent du travail. Chez les étudiants, le taux de chômage a passé à 40,3 le mois dernier et plus d'un Canadien sur 5 sont dans un ménage qui déclare des difficultés financières, une augmentation par rapport au mois précédent. Le Fonds monétaire international
a dit que l'économie du Canada se contractera de 6,2 cette année et l'OCDE nous dit que l'économie mondiale est en voie pour connaître la pire récession du siècle. Il est clair que bien que les effets de santé de la pandémie ne représentent qu'une fraction de ce qu'ils auraient pu être, les défis économiques et financiers sont encore plus grands et ne font que commencer. On se retrouve à une époque qui est très loin de la normale. Mais il n'y a pas que la pandémie de la COVID qui rend cette époque inhabituelle. Notre pays a connu des coups durs suite à la série de meurtres en Nouvelle-Écosse et ensuite les manifestations suite au meurtre de George Floyd et l'appel à l'action sur le racisme systémique. Mais ce qui est en plus inquiétant, c'est que le gouvernement refuse de revenir au travail même lorsque c'est sécuritaire. Comme la sénatrice Marshall l'a dit, il semble que le gouvernement veut que tout le monde retourne au travail, sauf les parlementaires. Je ne parle pas de revenir avec l'ensemble des députés et des sénateurs. Je parle d'un refus de revenir aux séances régulières qui pourraient se faire de façon sûre et responsable, qui respecte les directives sanitaires comme nous le faisons aujourd'hui. Il est absurde que le premier ministre peut se réunir avec des milliers de personnes sur la pelouse du Parlement pour manifester contre l'inaction de son propre gouvernement, mais ne veut pas rappeler la Chambre des communes pendant cette période la plus troublée depuis un siècle. Depuis 3 mois, les Canadiens doivent subir les conférences de presse du premier ministre qui nous dit que la science démontre clairement qu'il faut rester à la maison pour protéger les plus vulnérables, mais tout d'un coup, on oublie tout ça lors d'une manifestation. Je ne remets pas en question l'importance de la manifestation, mais je demande au premier ministre de donner la même priorité au Parlement qu'il donne à ces occasions de photos. Les Canadiens n'aiment pas ce genre d'hypocrisie. Je ne peux pas commencer à décrire le nombre de familles qui ont perdu l'occasion de bien faire le deuil d'un être cher qui est mort pendant la pandémie. Des mères, des pères, des grands-parents, la fratrie, des amis, des fils et filles sont partis sans qu'on puisse leur donner leur faire leurs derniers au revoir. Le cœur des êtres chers ont été brisés 2 fois. Et après avoir critiqué les Canadiens pendant des semaines parce qu'ils ne respectaient pas les règles d'éloignement social et demandant à ce que tout le monde collabore, le premier ministre n'a pas respecté ces règles et est allé avec son photographe pour capturer ce moment. Chers collègues, même un estimé membre de cette même Chambre vient de se targuer récemment d'avoir enfreint les règles d'éloignement social afin d'assister à une cérémonie sur la côte Est. Elle disait que c'était quelques heures émotives et sans égard aux exigences de l'éloignement social et elle n'a pas pu résister à embrasser les gens et je paierai la sanction qu'il faudra payer. Chers collègues, je suis sûre que c'était très émotif et à juste titre. Nous avons tous été témoins d'un trop grand nombre de tragédies qui ont toutes été émotives. Mais comment les parlementaires peuvent-ils dire une chose et faire son contraire? Peut-être notre collègue avait oublié le terrible incident en Nouvelle-Écosse de quelques semaines auparavant où 22 personnes ont été assassinées. Malgré cette tragédie dévastatrice, les règles d'éloignement social n'ont pas été abrogées pour permettre les funérailles. Tout au plus, les gens ont-ils pu suivre les cérémonies par Internet. Faire son deuil est toujours difficile, mais c'est encore plus difficile lorsqu'il n'y a personne pour vous embrasser. Mais ce genre d'hypocrisie fait en sorte que le deuil se transforme en colère et la colère en cynisme. Comment pouvons-nous faire abstraction de ce genre de comportement et ensuite être surpris lorsque les gens commencent à se défier du gouvernement et de l'autorité? Ce n'est que normal.
Chers collègues, nous ne sommes pas en des périodes normales. Nous sommes en période de pandémie et de dévastation économique. Nous avons un premier ministre qui croit qu'il y a une règle pour lui, une autre pour les autres Canadiens. Il refuse de donner la même priorité au Parlement qu'aux photographes. Il insiste pour que nous maintenions le régime actuel de absence du contrôle parlementaire, responsabilité et scrutin. Il fait son mieux pour faire du Parlement une formalité. Et lorsque cette formalité refuse de rester quoi, il s'en prend à l'opposition. Prenez par exemple ce qui s'est produit voilà quelques semaines. Le gouvernement avait déposé un projet parti fourre-tout à 4 versants qui visait à modifier pas moins de 4 lois du Parlement, limiter une 5e et créer une 6e. Cette loi aurait révisé les critères d'admissibilité au programme gouvernemental de 45 milliards de dollars. Il aurait octroyé au ministre de nouveaux pouvoirs pour réviser les limites des délais judiciaires. Il aurait permis le partage d'informations personnelles entre agences du gouvernement et à d'autres tierces parties non précisées. Il aurait modifié les critères de présentation de candidature pour un autre programme de 60 milliards de dollars et il aurait mis en place de nouvelles pénalités pénales pour des infractions qui, voilà quelques semaines, étaient que des simples amendes. Et pourtant, lorsque Pablo Rodriguez a déposé ce projet de loi à la Chambre des communes, voici ce qu'il dit, et je cite, « Monsieur le Président, les partis se sont entendus. J'espère qu'il y aura accord pour procéder comme suit. Je propose que, conformément au décret adopté le 20 avril 2020, le projet de loi C-17, loi concernant de nouvelles mesures de la COVID-19, puisse être tranché comme suit. Premièrement, que le projet de loi soit examiné en seconde lecture aujourd'hui. Deuxièmement, que lorsque la Chambre commence le débat en deuxième lecture de ce projet de loi, 2 membres de chaque parti reconnu et un membre du Parti vert parlent de la motion pour un maximum de 20 minutes, suivi de 10 minutes de questions et observations, pourvu que les députés puissent partager leur temps avec un autre député. Et à la conclusion du temps prévu pour le débat, ou lorsque nul autre député ne souhaite prendre la parole, la première éventualité l'emportant, toutes les questions nécessaires pour disposer de ce projet de loi en seconde lecture soient posées sans débat ou amendement. Et si un vote par appel nominal est demandé, il ne sera pas reporté. Et troisièmement, si le projet de loi est adopté en seconde lecture, il sera renvoyé en comité plénier, considéré ou réputé considéré en comité plénier, réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement et réputé avoir été accepté à l'étape du rapport et réputé le projet de loi lu une 3e fois et adopté. Bref. Il voulait faire en sorte que toute la procédure parlementaire soit réputée. Mais Andrew Scheer a refusé. Il a refusé de transformer ses députés en réputés. Et comme nous reconnaissons l'importance des travaux du Parlement, nous sommes disposés et préparés à siéger demain et le jour suivant pour disposer des travaux. Mais le gouvernement a décidé donc à la place abandonner les projets de loi C-17 et de trouver un autre moyen d'accomplir ce que le projet de loi C-17 n'a pas réussi à faire. Chers collègues, ce n'est que arrogance de la part du gouvernement. Le projet de loi C-17 aurait été adopté aujourd'hui si le gouvernement avait bien voulu se remettre au travail. Et à la place, les Canadiens doivent maintenant attendre pour voir quelle bonne idée créative et inédite le gouvernement aura pour aller de l'avant sans contrôle aux procédures parlementaires. Tout ceci est inadmissible. Un grand nombre de changements proposés dans le projet de loi C-17 étaient nécessaires. Par exemple, les amendements à la loi sur le revenu sur l'impôt qui auraient révisé les critères d'admissibilité pour le programme de subvention salariale. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas assez loin.
En faisant abstraction du Parlement, le gouvernement élimine le rôle essentiel que joue le débat dans la formulation de la politique publique. C'est grâce à ce débat que les problèmes sont cernés et corrigés avant la mise en œuvre d'un projet de loi et non pas après. Bref, ceci nous donne des politiques où le gouvernement a apporté quelques retouches sans régler les problèmes de base. Par exemple, pour ce qui est de la subvention salariale, les entreprises qui remettent des dividendes aux employés ne sont pas admissibles. C'est un grand problème pour les petites entreprises familiales. Ceci doit être modifié et corrigé. Deuxièmement, si une entreprise n'a pas connu une chute de 30% de ses revenus, il n'est pas admissible. Peu importe que ses revenus aient chuté de 29,995%, à moins qu'ils n'aient perdu exactement 30% de leurs revenus, ils ne sont pas admissibles. C'est un grave problème. Cela vous surprendra parce que la plupart des entreprises n'ont pas de marge de manœuvre de 30%. Tous les socialistes pensent que les propriétaires d'entreprises ne font que voler de l'argent de travailleurs et pour le mettre dans ses poches. Mais en fait, la réalité économique est très différente de cela. En 2012, la marge de profit d'une petite entreprise était en moyenne de 7%. Pour les moyennes entreprises, cette marge de manœuvre n'était plus que de 3,7%. Bref, le gouvernement dit aux entreprises qui ont moins de 30% de perte de revenus, c'est qu'ils viennent d'éliminer la clientèle pendant 82 jours, mais qu'ils veulent que les entreprises continuent de payer leurs employés et qu'ils continuent de gérer leur entreprise, même si cela les coule dans la dette. Combien de petites et moyennes entreprises peuvent se permettre de garder leurs portes ouvertes sans clients, surtout sachant qu'une fois la pandémie terminée, les affaires ne vont pas reprendre du jour au lendemain. Ils pourraient continuer à affronter des pertes pendant des mois, voire des années, avant que l'économie se relève. Si le gouvernement voulait bien écouter les Canadiens et les parlementaires, il constaterait que les corrections ne sont pas complexes, mais pour je ne sais quelle raison, le gouvernement refuse d'écouter en ce qui les réalités économiques. Le programme donc ne fonctionne pas comme prévu et le fait que le gouvernement ait dû faire passer les coûts de 73 milliards de dollars à 45 milliards de dollars en est la preuve. C'est le seul gouvernement qui est si incompétent qu'il n'arrive même pas à se séparer de son argent. Un projet de loi C-17 était censé modifier la loi sur la taxe sur l'impôt sur le revenu et la loi sur la prestation pour les enfants, de façon que Revenu Canada puisse partager l'information avec d'autres ministères afin de faciliter un paiement forfaitaire aux personnes handicapées. Bon, personne n'est contre, bien entendu. Le gouvernement aurait pu en faire une loi à part qui aurait été adoptée immédiatement, comme ce projet de loi aurait passé comme une lettre à la poste. Mais si vous regardez le projet de loi avant qu'il ait été mis au rencard par le gouvernement, vous aurez remarqué qu'on ne prévoit pas que le Parlement approuve ce paiement à ces personnes handicapées. On y demande uniquement que l'ARC puisse partager l'information sur les récipiendaires de ce paiement, ce qui veut dire que le Parlement n'aurait aucune chance d'examiner ce projet de loi. Si le Parlement n'avait eu l'occasion d'examiner ce projet de loi, il aurait pu poser des questions, s'assurer que le projet de loi ou que les paiements étaient ciblés et que ceux qui avaient réellement besoin de paiement les recevaient. Actuellement, le plan prévoit un crédit libre d'impôt forfaitaire de 600 $, peu importe le niveau de revenu annuel, peu importe que vous gagnez 18 000 ou 218 000 $ par année. Vous recevrez 600 $, un point, c'est tout. Il suffit d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Pis encore, il existe 2,7 millions de personnes au Canada qui sont handicapées ou lourdement handicapées. Moins de la moitié d'entre elles seraient admissibles au crédit d'impôt. Donc, en vertu de ce paiement,
des gens aisés qui n'en ont pas besoin recevraient 600 $, tandis que ceux qui en ont plus besoin ne recevraient rien. Alors, bien entendu, ce programme est vicié, mais nous ne pouvons rien y faire parce que le gouvernement a décidé de court-circuiter le Parlement. C'est la même approche que le gouvernement utilise pour offrir un paiement forfaitaire à toute personne admissible à la sécurité de la vieillesse. Normalement, le programme de sécurité de la vieillesse est fondé sur les revenus, de façon que les personnes nanties ne le reçoivent pas. Mais le gouvernement a décidé de faire abstraction de cette réalité des revenus et de donner 300 $ à 6,5 millions de personnes âgées, peu importe leur niveau de revenu. D'après les statistiques sur le revenu de l'Agence du revenu Canada, 166 millions de $ seraient envoyés à des Canadiens qui gagnent plus de 80 000 $ par année. Et plus de 41 millions de $ seraient envoyés à des personnes âgées qui gagnent plus de 150 000 $ par année. Suis-je le seul à trouver que c'est ridicule? Nous sommes en pleine crise économique et le gouvernement gaspille des millions de dollars et les distribue à des gens qui n'en ont pas besoin. Et pourtant, ils n'ont donné que 8 millions de $ à la ligne téléphonique d'aide pour les enfants, 29 millions de $ pour les femmes et les filles autochtones fuyant la violence et 50 millions de $ pour les refuges pour femmes et centres d'aide aux femmes violentées. C'est illogique, mais c'est le genre de gouvernement que nous avons ici au Canada. Chers collègues, le projet de loi C-17 prévoit également des pénalités pour toute personne fraudant le programme de la prestation canadienne d'urgence. Bon, cela est tout à fait normal et censé. Un contribuable ne devrait jamais donc faire vivre un autre contribuable qui peut travailler mais refuse de le faire. Toute personne qui fraude une prestation ou un programme devrait être tenue responsable de ces actes. Là n'est pas le problème. Là où est le problème, c'est que le gouvernement n'y est pas pensé en premier lieu. Voilà quelques semaines, des employés du fédéral qui travaillaient sur le traitement des demandes de PCU ont eu reçu comme ordre de faire abstraction des fraudeurs. Alors, et ce, malgré des allégations crédibles de fraude. Or, lorsque l'on a questionné le premier ministre à cet égard, il a dit que l'on s'en prendrait aux fraudeurs lorsque ce serait pratique de le faire. C'est comme si l'on laissait grandes ouvertes les portes du coffre-fort d'une banque et que l'on laissait les gens s'y servir en disant qu'on allait les rattraper un peu plus tard lorsque c'était plus pratique. Ce n'est pas intelligent ni rassurant. Bien entendu, les fraudeurs vont se protéger de façon qu'ils deviennent introuvables. Et ce n'est que maintenant que le premier ministre veut fermer la porte du coffre-fort. C'est comme s'il venait d'apprendre tout récemment que le crime organisé existait au Canada. Et pourtant, Revenu Canada en est au courant depuis un certain temps. En mai, les fonctionnaires de l'Agence du Revenu Canada ont affirmé au comité sénatorial permanent des finances nationales qu'ils avaient mis en place des systèmes d'avertissement d'activités frauduleuses, y compris des comptes bancaires numériques aux chiffres consécutifs. Il semble apparemment qu'un compte bancaire avec des chiffres consécutifs est un signal d'avertissement pour tous, sauf pour le premier ministre. Il a répondu, je cite, « Offrir une aide à 99% des Canadiens qui en ont besoin vite, même si 1 ou 2% des Canadiens présentent des demandes frauduleuses, est un choix que nous avons fait avec plaisir. Avec plaisir, a-t-il dit. Mais, eh bien, Monsieur le Premier ministre, c'est 1 ou 2% de Canadiens, ça représente 60 milliards de dollars. Donc, plutôt, 2% de 60 milliards de dollars, c'est 1,2 milliard de dollars. Et si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, eh bien, vous devriez peut-être changer de métier. Chers collègues, le Parlement a été mis de côté par le gouvernement. Le projet de loi nous en donne la preuve.
Et il nous le prouve parce que ce que l'on ne trouve pas dans ce projet de loi, par exemple, le paiement aux personnes handicapées ne s'y trouve pas, ce qui veut dire que le Parlement ne peut examiner ou scruter ce paiement. Le paiement aux personnes âgées ne s'y trouve pas non plus, donc le Parlement ne peut pas le scruter. Le gouvernement avait promis 453 millions de dollars en appui aux agriculteurs canadiens au secteur agroalimentaire. Et seulement 15 millions de ces dollars sont inclus dans le projet de loi C-19. Cela fait 113 millions de dollars dans le budget supplémentaire de dépenses, ce qui nous donne 326 millions de dollars qui sont introuvables. Le gouvernement avait prévu 29 millions de dollars pour la protection et l'appui des femmes autochtones et des filles autochtones fuyant la violence. Une fois de plus, on ne le trouve pas dans le projet de loi. Et ce montant, donc, est introuvable. Le gouvernement avait promis 3 milliards de dollars aux provinces pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels pendant la pandémie. Là encore, le directeur parlementaire du budget note que ce montant est introuvable. On n'y trouve pas trace dans les comptes publics. Mardi, le ministre des Finances a comparu en Chambre. Il a refusé de nous donner quelque information que ce soit sur l'état des finances nationales. Hier, je lui écrivais à sa propre suggestion pour lui demander cette information, notant que nous avions besoin de cette information pour voter sur le projet de loi aujourd'hui. Je lui ai posé les mêmes questions que j'ai posées en Chambre. Quel est le niveau de dette du gouvernement du Canada, y compris les entreprises de la Couronne? Veuillez nous fournir une ventilation des créditeurs du Canada en pourcentage. Banque du Canada, entités et personnes canadiennes, entités et personnes étrangères. Pour les bailleurs de fonds étrangers, ventilation par pays et région si possible. Quelle partie de la dette est une dette à 5 ans ou plus? Combien d'entreprises ont demandé le programme de crédit d'urgence pour les grandes entreprises? Eh bien, je n'ai pas eu de réponse du ministre. Chers collègues, il est arrogant du ministre des Finances de demander aux parlementaires d'approuver des dépenses supplémentaires qui ne feront qu'alourdir la dette nationale et ensuite de se montrer incapable ou non disposé de nous fournir l'information nécessaire pour que nous puissions prendre une décision éclairée. Si un directeur d'une grande entreprise prenait des décisions financières de cette façon, il se retrouverait dans de beaux draps. Et c'est exactement ce que demande le gouvernement de faire. C'est inacceptable. Je ne comprends pas ceux qui pensent que nous devrions tout simplement laisser faire le gouvernement. Hier, notre collègue sénateur Rowe demandait à la sénatrice Martin quel montant de déficit serait acceptable à l'opposition conservatrice. Il semblait dire que nous étions trop sévères avec le gouvernement. Eh bien, sénateur Rowe, lorsque le ministre des Finances ne peut nous donner d'informations de base, comme par exemple l'état des finances nationales, comment peut-on déterminer un niveau acceptable de dépenses? Dommage que le sénateur Wu n'ait pas été aussi enthousiaste à questionner le ministre Morneau sur le déficit qu'il l'avait été au sénateur Martin. Chers collègues, le caucus conservateur au Sénat n'essaiera pas de rejeter le projet de loi C-19, même s'il est loin d'être parfait. Le financement qu'il prévoit est nécessaire pour continuer la prestation sans interruption des programmes et services gouvernementaux sur lesquels se fient les Canadiens. Cependant, nous demeurons gravement inquiets par rapport à l'attitude du premier ministre concernant le rôle du Parlement et son indifférence face aux besoins de contrôle et d'une réduction de comptes appropriée. Il refuse de fournir les renseignements essentiels sur l'état de la situation et il n'a aucun plan sur la façon de faire sortir la nation de la dette qu'il accumule. Nous nous inquiétons non seulement pour l'état du pays aujourd'hui, mais pour les défis financiers qu'hériteront nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Je n'ai pas besoin de rappeler à cette Chambre qu'à même avant la pandémie, le directeur parlementaire du budget
nous avait averti à répétition que les dettes provinciales et territoriales étaient déjà non viables. Quel que soit le palier de gouvernement dont nous parlons, il n'y a qu'un seul contribuable. Et ces contribuables, présentement, ont un endettement record et la dette gouvernementale augmente également. De plus, la taille du marché de la main-d'œuvre diminue comparativement au vieillissement de la population. Nous sommes au milieu d'une crise nationale sans précédent. Les décisions qui sont prises par le gouvernement auront des effets pendant des décennies. Aujourd'hui, je demande au premier ministre de mettre de côté la partisanerie et de collaborer avec les parlementaires. Ce n'est pas le temps de limiter les séances du Parlement et lui enlever le pouvoir d'examiner, débattre et modifier les projets de loi présentés par le gouvernement minoritaire. Il est temps de travailler ensemble pour assurer un avenir brillant, non seulement pour notre génération, mais pour celle à venir. Merci.